En fait, tout le monde va commencer la soirée. Les choses, merci d'être là. Tout le monde. Je présente Vincent Cournoyer, ceux qui ne me connaissent pas, le directeur des sports de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. Je présente nos deux conférenciers, on va dire invités d'honneur ce soir. Gabriel Séguin, Yannick Rome-Gosselin, les deux cofondateurs de Sport Ambition. Juste avant de leur laisser la parole et de vous expliquer un peu le fonctionnement de la soirée, ça rentre dans le cadre de l'encadrement qu'on veut offrir à nos élèves athlètes à l'école. On est au début de l'année, le service pour les prep schools américains avec M. Paradis. On a eu une conférence aussi avec secondaire 4 et 5, on a pu cibler au niveau du RSEQ, comment se préparer à rentrer au collégial, comment pouvoir se faire recruter au niveau québécois. La troisième partie de ce plan d'action-là, c'est d'offrir le côté plus universitaire. Des fois, ça peut être loin dans la tête d'un jeune de secondaire 3, 4, 5, mais c'est important de bien se préparer à ça, ils vont pouvoir bien l'expliquer. Déjà, à secondaire 4 ou 5, penser, je suis allé étudier vers le cégep anglophone, je me préparer aller aux États-Unis, plein de petits trucs comme ça. Donc, je trouvais ça intéressant de faire venir une agence de placement qui est québécois. J'ai la chance de jouer avec les deux gars dans le temps. Il n'y a pas si longtemps que ça de jouer, c'est des gars de soccer à la base. Maintenant, ils offrent le produit à tout le monde, dans tous les sports. Vous allez sur leur page, vous allez voir qu'ils ont des gars de football, hockey, softball qui me parlaient, tennis beaucoup. Donc, il y a vraiment une multitude de sports là, ils n'ont pas l'expertise juste en soccer. Ils ont parti avec le soccer, maintenant ils ont une belle fourchette d'écoles. Vous allez voir, il y a de plus en plus d'agences au Québec, mais qu'est-ce qui change bien avec Sport Ambition? C'est un service de qualité, c'est sûr et certain, puis il vous place dans des bonnes institutions, ce qui répond à vos besoins. Parce que les universités américaines, il y en a en tabarouette. Je vois 4000 universités américaines, D1, D2, D3, NIA, Junior College et compagnie. Mais des fois, il faut faire attention vers où on s'en va, dans le fin fond du Tennessee, dans un petit village. Des fois, quand tu arrives là-bas, ton rêve américain, ta ballonne elle pète un peu. Là. Donc, il y a une agence qui répond bien aux besoins, puis ça fait plusieurs années qu'ils font ça aussi, donc ils ont une belle crédibilité au travers de ça. Donc, ce soir, oui, ils vont parler de leur agence, de leur service qu'ils font, mais ils vont parler beaucoup aussi du processus. C'est ça qui est important pour moi, c'est le processus pour se préparer à aller vers ça. Est-ce que ça vous va? Merci les gars d'être là. Il y a de Montréal quand même. Ils arrivent de Montréal, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Comme Vince a dit, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est ça, comme ce qu'on va faire en fait, c'est que, oui, on va vous parler un petit peu du Sport Ambition, de ce qu'on fait, de qui qu'on est, tout ça, mais le but vraiment de la rencontre, c'est vraiment de répondre à vos questions par rapport à comment ça marche, comment on se prépare, comment fonctionnent les bourses. C'est quoi les ligues, c'est quoi les conférences, etc. Si vous avez des questions pendant qu'on présente, n'hésitez surtout pas, tant mieux si c'est un dialogue, plus qu'on vous garoche de l'info pendant 45 minutes. N'hésitez pas. À la fin, il y aura une période de questions aussi si vous préférez attendre à la fin. Ou encore là, moi et Gab, on va rester aussi si vous voulez nous parler plus qu'individuellement. Donc, voilà. Vous êtes qui? Je vais commencer par moi. Comme Vince a dit, je suis un joueur de soccer à la base. Moi, j'ai joué en première division dans la NCAA au New Jersey. Je suis aussi un prof d'éducation physique. Donc, j'ai joué, moi, la moitié au New Jersey. Puis, j'ai fait la moitié de mon bac à l'Université de Sherbrooke. Donc, en fait, quand on est revenu de notre expérience en 2013, je vais essayer de le présenter après, mais on s'est dit que ça serait le fun d'offrir un service aux athlètes qui n'est pas juste un genre de service de showcase. Parce que l'athlète se présente une fin de semaine. Après ça, s'il y a un coach qui t'a aimé, tu t'arranges un peu tout seul avec ton processus, puis tu vois un peu qu'est-ce qu'il y a. Nous autres, on s'est dit que ça serait fun de vraiment créer quelque chose que, à partir du moment où l'athlète, ça lui tente d'aller aux États-Unis jusqu'à temps qu'il soit rendu là-bas, on est là pour l'encadrer dans toutes les étapes. Puis c'est un petit peu ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis moi, rien évidemment, mais moi, j'ai été à l'Université de la Vallée, comme pas trop loin d'ici, ça fait partie un petit peu de mon processus de décision d'aller dans une université quand même assez proche. Les deux, on a joué en Division 1 NCAA. Moi, dans le fond, dans mon processus, une des raisons aussi pourquoi on a commencé, c'est que j'étais tout seul. J'avais aucune idée. Moi, j'étais sur l'équipe nationale canadienne junior, puis je me disais, j'allais avoir plein d'offres. Moi, j'étais déjà sur l'équipe nationale, c'était facile pour moi de me trouver une bourse. Finalement, je reviens des qualifications de Coupe du Monde, puis j'ai absolument rien, j'ai aucune école qui m'a contacté. Fait que, après ça, d'embarquer dans un processus un peu en retard, ne sachant pas comment m'y prendre, ça a été quand même assez compliqué. J'ai été super chanceux parce que j'avais un père qui avait filmé mes matchs à l'époque, puis j'ai pris ces images, puis là, en même temps, il fallait envoyer des DVD aux entraîneurs. Fait que ça a été vraiment compliqué. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi
on a commencé ce programme. C'était justement d'offrir ce support-là, puis l'information au niveau aux athlètes. Fait que ça, c'est un peu donc, depuis qu'on a commencé, en fait, en 2013, on a placé, ça c'est des athlètes qu'on a placés. Maintenant, on travaille dans plusieurs sports. À la base, on avait commencé en soccer parce qu'évidemment, on est des joueurs de soccer. Moi, je coach de sport-études, tennis aussi, fait que j'ai un background en tennis aussi. Fait qu'on savait qu'on allait avoir des athlètes de tennis un petit peu après. Puis après ça, là, s'en est suivi de plusieurs autres sports qui nous ont contactés aussi. Le principe est toujours un petit peu semblable, surtout notre système scolaire ici au Québec. C'est pareil pour nous, mais vraiment différent pour eux, peu importe le sport. Après, il y a d'autres athlètes en fait, qui nous ont présentés, puis maintenant, là, on représente des athlètes de plusieurs sports. Il y a certaines nuances, évidemment, à travers les sports. Des fois, si vous avez des petites questions un petit peu plus pointues par rapport à votre sport, on pourra y répondre. L'autre chose aussi qui est hyper importante pour nous, c'est que avant de représenter un athlète, on les rencontre toujours avec leurs parents pour voir un peu ce qu'ils recherchent aussi. C'est super important pour nous d'être hyper transparent là-dedans. C'est un gros processus, puis c'est pas vrai que tout le monde finit à UCLA en première division sur un full scholarship. Ça, c'est pas vrai. Donc, c'est important pour nous de savoir un peu ce que l'athlète recherche, savoir si c'est possible selon nous. Au niveau académique aussi, il y a certains cours que tu dois faire pour te rendre et être éligible en première division, peu importe où tu vas jouer. On regarde vraiment chaque dossier un par un pour voir si vraiment on est capable de les aider. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a fait. Puis là, on en prend de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de monde, justement, qui désire embarquer, mais tout en vraiment regardant un peu leurs attentes et leurs ambitions par rapport à ça. Ça, en fait, c'est juste une petite map là, des États-Unis avec les athlètes qu'on a placés jusqu'à maintenant. Vous remarquerez qu'il y en a beaucoup aussi sur la East Coast, un petit peu plus. Le pourquoi, c'est que la plupart de nos athlètes, en ce moment, jouent en première division dans l'NCAA, pour la plupart, à part certains, dépendamment des sports. Puis en première division de l'NCAA, peu importe où tu veux aller, il y a beaucoup plus d'écoles sur la East Coast qu'au centre des États-Unis ou sur le West Coast aussi. C'est juste la manière que c'est fait, mais c'est le pourquoi un peu de la map. Puis l'autre chose aussi, c'est que le but, l'idée là-dedans, c'est pas nécessairement de monter un palmarès et de dire, regardez tout le monde qu'on a placé, c'est juste de montrer qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est dépendamment de où tu veux aller, dépendamment aussi de tes critères académiques, géographiques aussi, c'est super important. Des fois, il y a des athlètes qui préfèrent rester peut-être plus proche de la maison, il y en a d'autres, ça ne leur dérange pas, peu importe, mais il y a beaucoup d'opportunités dépendamment un peu de ce que tu recherches comme athlète. Je pense qu'on voulait aussi démontrer la diversité parce que, en tout cas, moi, dans mon processus ou dans notre processus, on avait souvent des entraîneurs qui nous disaient, regarde, moi, je vais t'aider. Je connais quelques entraîneurs aux États-Unis, je vais pouvoir te placer, inquiète pas. Il y avait beaucoup de choses, un qui était négligé, qui était le côté administratif aussi de la chose du processus, mais c'était souvent très, très pointu de 2-3 universités. Puis si ça ne fonctionnait pas, ben, on n'avait pas d'autres options. Nous, on a vraiment essayé de mettre l'emphase sur la diversité des opportunités puis le bon fit aussi pour le bon athlète. Fait que des fois, il y a des athlètes qui aiment plus certains endroits géographiques où ça fait plus avec le coach ou ça fait plus avec les filles là-bas. Fait que nous, on voulait vraiment s'assurer d'offrir le plus d'opportunités possibles, le plus d'universités possibles à nos athlètes. Fait que c'est un petit peu comme ça, ça fait 12 ans qu'on fait ça. C'était un petit peu ça le mindset derrière comment on a commencé, c'était de se créer un réseau d'entraîneurs assez vaste pour pouvoir offrir plein d'opportunités. Donc, c'est ça, notre objectif, en fait, c'est vraiment, tout ce que vous voyez là, c'est des trucs que n'importe quel athlète qui veut faire son processus tout seul, qui veut juste le faire lui-même ou elle-même, c'est des trucs, justement, vous voyez les bulletins, les vidéos, les heures que tu as à répondre à des courriels, à parler au coach, à essayer de promouvoir un peu ton profil d'athlète, c'est des trucs à faire. Fait qu'à travers la présentation, vraiment, on va les passer une par une pour vous donner une bonne idée aussi de quand vous voulez commencer votre processus, dépendamment surtout de ce que vous voulez faire. Il y en a autant, on parlait tantôt de prep school, mais c'est pas le même principe que si tu veux juste jouer universitaire aux États-Unis. Il y a des junior college, il y a plein de trucs. Fait que, dépendamment de comment vous voyez ça, tout ça, on va essayer vraiment de faire tout ça à travers la présentation. Okay, un petit peu plus sur notre entreprise spécifiquement, c'est que nous, on a décidé d'offrir un service qui est tout inclus. Il y en a que, bon, ils vont, mettons, juste faire, je vais vous faire la promotion aux entraîneurs. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'occuper du processus en entier. Fait que ce soit justement la traduction des bulletins, filmer les athlètes, faire le montage vidéo. Vraiment, quand on embarque dans un service sport en mission, tout est inclus.
Donc, combien de temps dois-je me prendre d'avance, justement, avant de commencer mon processus? Donc, ce qu'on a mis là, en fait, c'est une genre de timeline, si on veut, des étapes à faire. Comme on a dit, le processus prend entre 1 an et 2 ans en moyenne, dépendamment de quand tu veux partir et dépendamment de ce que tu vises exactement. La première chose, donc, créer ton CV d'athlète, le ACT, le centre d'éligibilité, c'est tous des trucs justement qu'on va justement parler à travers la présentation. Mais ce qui est surtout important de retenir, c'est qu'essayez de ne pas vous prendre à la dernière minute si vous voulez faire ça. Surtout que maintenant, le recrutement se fait très très tôt. Il y a une date où les coachs ont le droit de commencer à contacter les athlètes. On va parler à travers la présentation, mais c'est important tout de suite, même si vous n'êtes pas encore à l'âge de pouvoir vous faire contacter par des entraîneurs, bien, il y a certaines étapes que vous pouvez tout de suite faire pour justement être déjà prêt ou prête, puis à justement arriver au jour où tu vas te faire contacter par un coach, puis il y a déjà des trucs que tu as fait à l'avance. Donc, les bourses pour commencer. En fait, on va commencer par ça tout de suite parce que c'est une idée, tout le monde, on sait que, pour la plupart que le coût pour aller à l'école aux États-Unis n'est vraiment pas la même chose qu'ici au Québec. En fait, comme on sait, c'est beaucoup plus cher aux États-Unis d'aller justement à l'école. Donc, la manière qu'ils fonctionnent, eux autres, c'est qu'ils fonctionnent en package. C'est-à-dire qu'un entraîneur, par exemple, un entraîneur américain va dire, écoutez, moi, ça coûte 60 000 par année aller à mon école. Dans le 60 000 quand je dis qu'ils fonctionnent en package, c'est que tout est compris là-dedans. C'est-à-dire leur école, les assurances, les livres, l'appart, la nourriture, le sport, tout rentre dans ce fameux montant. Maintenant, je prends 60 000 comme exemple. Dépendamment des écoles, ça peut tourner entre 30 et disons 95 000 par année pour justement aller à l'école. Maintenant, les coachs savent très bien que l'idée, c'est de ne pas payer 60 000 par année pour aller à l'école. L'idée, c'est justement d'essayer de faire diminuer ça en recevant justement des bourses. Donc, il y a deux sources d'où l'argent peut provenir pour faire diminuer ce 60 000 $. Il y a des bourses athlétiques et il y a des bourses académiques. La grosse nuance entre les deux, c'est que les bourses athlétiques proviennent de l'équipe sportive. Par exemple, je vais prendre une joueuse de soccer. La bourse athlétique vient de l'équipe de soccer féminine, tandis que la bourse académique va venir de l'école. Par exemple, un coach est intéressé, aime le profil de l'athlète, puis dit écoute, moi je te vois fitter dans mon équipe en 2026, c'est quoi tes notes? Donc, montre-moi tes bulletins en anglais. Puis eux, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder les notes de tout ce qui est core courses. En fait, tout ce qui est maths, chimie, physique, sciences et technologie. En fait, ce serait plus vite de vous dire ce qui ne compte pas, là, mais art plastique, éducation physique, ça, c'est pas des notes qui vont compter dans ce qu'ils appellent un GPA, qui est comme une cotère au cégep ou une moyenne générale, au secondaire. C'est le même principe. Donc, eux, ils fonctionnent en genre d'échelle. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont regarder les notes sur leur 3, 4, 5, et ils vont dire, bon, bien, parfait, avec tes notes, tu as un GPA de 3.5 sur 4.0. C'est un GPA sur 4.0. Donc, ils vont dire, avec 3.5 sur 4.0, tu obtiens une bourse académique à la base de 20 000 $. Fait que, par exemple, un coach qui va offrir une bourse totale d'une valeur de 50 000 sur 60 pour que l'athlète, ça coûte juste 10 000 par année, mais le premier 20 000, c'est pas lui qui le paye, c'est l'école. Donc, lui, en fait, s'il veut offrir un package de 50 000, pour lui, concrètement, ça lui coûte juste 30 000 $ de son budget athlétique parce que le premier 20, c'est l'école qui le paye. Fait que c'est un petit peu comme ça que les bourses fonctionnent pour justement être combinées ensemble pour faire en sorte de faire quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que les coachs souvent vont demander à quoi ressemblent les notes pour avoir une idée si oui ou non c'est quelque chose qui peut justement être possible ou pas pour l'athlète. Puis, ici, on a mis la troisième option qui est les bourses basées sur le revenu familial. Il me semble qu'il y a la ça fait que, ça, c'est les universités très, très hautement cotées académiques, que peut-être vous connaissez, là, il y en a plusieurs qui connaissez, dont Harvard, Brown, Princeton. Fait que ces autres font partie de la Ivy League. La Ivy League, eux autres, ne donnent pas de bourse académique ni athlétique. Donc, eux, ils donnent des bourses qui sont vraiment basées sur le revenu familial. Fait que les autres, ce qu'ils font, ils regardent, c'est vraiment, on remplit un genre de calculateur en ligne, on rentre un peu nos salaires, tout ça en tant que famille et tout, et à la fin du calculateur, ça dit environ approximativement combien qu'on paierait pour aller là-bas. Fait que ça, on le dit maintenant en présentation, parce que nous, on a beaucoup d'athlètes qui disent « moi, j'aimerais vraiment ça aller jouer dans la meilleure école académique aux États-Unis », mais il faut savoir qu'entre ces 8 écoles-là, n'offrent juste pas de bourse basée sur les notes scolaires ou le talent.
Donc, les ligues et les divisions aux États-Unis. En fait, je vais commencer avec la NCAA, en fait, qui est la ligue universitaire la plus connue et la plus forte. Aux États-Unis, en fait, la NCAA, il y a 3 divisions. Donc, division 1, 2 et 3. La grosse différence, c'est qu'en division 3, il n'y a pas de bourse athlétique. Donc, un athlète qui veut aller jouer en division 3, il peut avoir des super belles écoles, puis académiquement très fort aussi, mais c'est juste qu'il n'y a pas de bourse athlétique en division 3. Donc, les bourses athlétiques seraient juste en division 1 et 2. Ça ne veut pas nécessairement dire que la division 3, c'est tous des athlètes qui sont moins forts. Ça veut juste dire que ces athlètes-là, justement, ne sont pas sur des bourses athlétiques pour X raisons. Je vous donne un exemple. Mettons par exemple NYU, l'Université de New York, qui est quand même assez reconnue et très forte académiquement, ont un super programme de film, de cinématographie. Donc un athlète qui veut aller à NYU, il est peut-être super fort dans son sport, mais n'empêche que si lui veut aller ou elle veut aller dans ce programme-là, il va faire en sorte qu'il va quand même jouer en D3, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est moins fort en termes de niveau de jeu. Maintenant, en division 1 et 2, la grosse différence, c'est que premièrement, les deux divisions offrent des scholarships autant athlétiques qu'académiques. Mais en division 1, souvent, nous, on demande à nos athlètes, puis on dit « tu joues souvent à jouer en division 2 ». Souvent, il y a des athlètes qui vont être un petit peu réticents, puis ils vont dire « moi, j'aimerais vraiment mieux jouer à division 1 », tout ça, puis ce qui est hyper valable. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas parce que, c'est pas comme ici au Québec, que tu joues en D2, tu gagnes la D2, puis tu montes en D1 l'année d'après. C'est que la division 2, en fait, c'est formé d'écoles un petit peu plus petites, autant en termes d'étudiants, puis qui n'ont pas nécessairement un sport majeur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de football, ils n'ont pas de basket, ça dépend des écoles. Pour être une école, une institution de division 1, tu dois avoir certains critères qui ne sont pas nécessairement en lien avec le sport, c'est-à-dire un nombre de programmes académiques offerts, un nombre d'étudiants, un sport majeur, peu importe c'est quoi. Et dès que tu es une institution de division 1, tous tes sports sont des D1. Par exemple, des fois, c'est ça qu'on dit aux joueurs, on dit, il y a des écoles de D2 qui sont probablement plus fortes que certaines écoles de D1, simplement que c'est une école de D2 parce qu'au niveau académique, ça reste une école de D2. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses aussi, du fait qu'en division 1, surtout les plus grosses écoles, ils ont plus d'argent, donc peuvent attirer des athlètes peut-être un petit peu plus désirés par plein d'écoles. Donc, ça va faire en sorte que le niveau va être plus fort, mais ce n'est pas nécessairement vrai dans toutes les divisions et toutes les écoles. Donc, il faut vraiment faire attention quand on regarde les écoles. Par exemple, il y a un super coach en division 2 qui t'écrit, que tu dis « Ah, regarde, je ne sais pas trop de division 2 », mais ça vaut la peine de faire ses devoirs un peu, puis de regarder cette division 2-là, premièrement. Est-ce qu'ils ont joué contre des D1 en match de concours? Est-ce que c'est une école qui se qualifie au championnat national? Il y a plusieurs choses à regarder juste le chiffre. Donc ça, c'est tout ce qui est division 1, 2, 3. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de la NAIA, en fait NAIA, qui est une autre ligue universitaire. Donc il y a la NCAA avec les plus grosses écoles, 1, 2, 3. Et il y a la NAIA, qui c'est aussi des universités, mais c'est juste que c'est des plus petites écoles, souvent qui offrent peut-être un petit peu moins de bourses, mais en même temps, le coût global, je parlais de 60 000 tantôt, le coût global des écoles en NAIA va peut-être être un petit peu plus moindre. Donc, c'est vraiment ça la différence. Fait que pour nous, toutes ces ligues-là, on parle d'universitaire 4 ans. C'est tous des trucs qu'on regarde avec les athlètes pour voir est-ce qu'ils sont ouverts, oui ou non, à ces divisions. Maintenant vient les prep school et les junior college. La grosse différence, c'est ce que je vous ai parlé tantôt, NCAA et NAIA, c'est des écoles, on appelle ça des 4-year schools. C'est des écoles où tu t'en vas faire ton bac là pendant 4 ans. Le premier, les prep school, en fait, ça, c'est pas l'université, c'est une école secondaire privée. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller là-bas, faire ton grade 12, c'est-à-dire que, nous aussi, notre secondaire 5, c'est le grade 11, et après ça, aller faire un grade 12 dans un prep school qui est une école privée américaine qui pourrait te servir de tremplin pour aller dans une université après, que ce soit NCAA ou NAIA, tu peux passer par le prep school pour y aller. Il y en a qui vont faire le grade 12, il y en a d'autres qui vont décider d'aller faire leur grade 11 et 12 là-bas. C'est vraiment du cas par cas, mais juste de garder en tête que les prep schools, c'est des écoles privées américaines secondaires, donc, avant de faire le saut vers justement une école de 4 ans. La nuance entre les deux, c'est que les junior college, donc des fois le terme c'est JUCO, des fois on entend ce joueur-là ou cette joueuse-là joue en JUCO. La différence entre les deux, c'est que les junior college, ce sont des universités, mais ce sont des universités de 2 ans seulement. C'est-à-dire qu'un JUCO, en fait, ce que ça sert, c'est d'aller là-bas pour justement transférer vers une école de 4 ans après. Donc, tu t'en vas là-bas, tu commences tes cours universitaires pendant 2 ans,
les 2 dernières années, tu t'es servi de ce JUCO-là et de tes performances pour justement t'en aller, par exemple, vers la NCAA après. Donc, par exemple, des athlètes, puis là, je ne parle pas nécessairement des athlètes internationaux, mais même des Américains ou des Américaines qui n'ont pas les notes pour entrer directement dans une école NCAA ou n'ont peut-être pas nécessairement le niveau de jeu requis, vont essayer de passer par le JUCO avant, vont aller faire leurs 2 ans là-bas. Donc, concrètement, ils commencent un parcours universitaire et vont juste transférer après, soit 1 an ou 2 dans une université. Fait que c'est vraiment ça la grosse nuance en plus. Est-ce que c'était clair? Donc, voici un peu les différentes écoles. Donc, que dois-je faire? Une des premières choses, en fait, c'est le SAT. Vous avez peut-être entendu déjà parler, en fait, du SAT, qui est un examen d'entrée dans les universités américaines. Donc, le SAT, en fait, c'est un examen qui dure 3 heures de temps, qui se donne ici au Québec. La dernière fois que j'ai regardé, il y en a à Montréal, il y en a à Stansted College en Estrie aussi. Tu t'en vas là un samedi matin, tu fais l'examen, qui est c'est surtout dans la matière de secondaire 5, maths, anglais, compréhension de texte. La grosse difficulté de ce test-là, en fait, c'est que tu as du temps pour le faire. Donc, chacune des sections, par exemple, maths avec calculatrice, tu as 50 minutes pour le faire, puis tu as des questions. Fait que, la difficulté est là. C'est que souvent, nous autres, on dit à nos athlètes, fais des tests de pratique avant, puis chronomètre-toi quand tu le fais, parce que des fois, le matin du test arrive, puis ça va super bien tes affaires, puis là, il te restait 2 minutes, 12 questions, puis c'est là, justement, que tu t'es un petit peu, tu as mal géré ton temps par rapport à ça. Donc, le SAT, en fait, peut t'aider à recevoir justement une bourse athlétique que je vous parlais tantôt. Tantôt, je parlais des notes de secondaire 3, 4, 5 qui créent ton GPA, mais la note de SAT peut aussi t'aider à aller justement recevoir une bourse académique. Ce qui est le fun aussi du SAT, c'est qu'on peut le faire le nombre de fois qu'on veut. C'est vraiment seulement la meilleure note qui est prise en considération pour le processus d'admission pour rentrer à l'école. Fait qu'on a des athlètes qui l'ont fait 2, 3, 4 fois, des fois pour atteindre une certaine note qui leur permettait justement, comme Yann dit, d'avoir une bourse académique à l'école. Puis maintenant, juste une petite nuance aussi par rapport du SAT, tout ça, ça se pourrait très bien que j'entendais des athlètes dire « Moi, je suis parti aux États-Unis et je n'ai même pas eu besoin de faire mon SAT ». C'est vrai, il y a de plus en plus d'écoles aux États-Unis qui appellent ça, c'est devenu des écoles qui appellent test optional. C'est-à-dire que c'est des écoles où tu n'as plus besoin obligatoirement de passer le SAT et pouvoir rentrer à l'école. Surtout depuis la COVID, en fait, il y a beaucoup d'écoles qui sont devenues comme ça. Donc, la seule chose, c'est que ce n'est pas toutes les écoles. Fait que nous autres, en fait, avec nos athlètes, dépendamment un peu de quelle école ils sont convoités par quelle école, etc. On fait en sorte que si c'est une école qui demande le SAT, bien, on s'arrange pour que l'athlète va passer le SAT, mais de plus en plus, il y a des écoles où tu n'as pas nécessairement besoin de le faire, donc on trouvait quand même pertinent de vous donner l'info par rapport au SAT si jamais vous en entendez parler. L'importance de la vidéo. Ça, en fait, on rentre à un niveau un petit peu plus sportif. Là. La vidéo, que tu sois un athlète en équipe nationale ou que tu sois un athlète qui joue 3 aux équipes du Québec, peu importe quel statut tu as comme athlète, le vidéo est vraiment une des parties les plus importantes de ton processus parce que ça va être le premier coup d'œil que les entraîneurs vont voir sur toi. Surtout nous autres ici, où est-ce que c'est pas comme si on était là-bas et que le coach peut juste se déplacer et tout le temps venir les voir jouer. Bien, ici, justement, ton vidéo est justement une grosse partie du processus. Donc, le but du vidéo, en fait, c'est qu'il ne peut pas durer trop longtemps non plus. Tu sais, les coachs, pour vous donner une idée, là, en division 1 au soccer, ils reçoivent aussi une centaine de vidéos par mois d'athlètes internationaux qui veulent des scholarships. C'est immense. Donc, ils sont très convoités. C'est pour ça que ton vidéo, le plus possible, essaye qu'il dure, c'est pas plus qu'entre 3 et 4 minutes. Déjà là, c'est assez. T'sais, nous, quand on fait les vidéos pour nos athlètes, c'est à peu près le temps que la vidéo prend, que ce soit au tennis, que ce soit au soccer, peu importe le sport que tu fais. C'est super important. Puis, la vidéo ne fera pas en sorte que tu vas te trouver un scholarship grâce aux vidéos, mais va te donner peut-être le go au coach d'en voir un petit peu plus sur toi, de se déplacer pour voir un match complet, de te contacter, de peut-être t'inviter à faire un showcase ou peu importe quoi, mais cette vidéo-là, justement, est hyper pertinente. Puis essaye de le faire vraiment avec des séquences récentes. Si tu prévois contacter le coach ou que le coach soit contacté, mettons, après ton secondaire 5, bien, idéalement, ça prendrait des séquences quand même assez récentes, pas des séquences qui datent de ton temps. J'ajouterais aussi de qualité, parce que, tu sais, des fois c'est facile, on se dit, je vais faire ma vidéo, mais tu sais, malheureusement, on a filmé avec notre cellulaire, des estrades, certaines séquences, puis souvent, ben, les coachs, eux autres, ils voient
comme Yann a dit, là, des fois c'est une cinquantaine de vidéos par semaine. Fait qu'il faut essayer de se démarquer un petit peu là-dedans. C'est important que l'entraîneur ait du plaisir à regarder la vidéo. Fait qu'on essaie de le faire le mieux possible avec des séquences de qualité. T'sais, nous autres, c'est sûr, on travaille avec des caméramans professionnels. Je ne dis pas que si on fait un processus nous-mêmes, il faut engager un caméraman professionnel, mais d'essayer au moins, s'il y a des choses qui sont filmées avec des caméras qui ne sont pas, exemple, des cellulaires, c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour ressortir auprès de l'entraîneur. Centre d'éligibilité de la NCA. Ça, en fait, c'est la partie un petit peu plus technique. N'importe quel joueur qui veut jouer dans la NCA, peu importe le sport, Division 1 ou Division 2, doit être inscrit au centre d'éligibilité pour pouvoir justement jouer. Le centre d'éligibilité, c'est un petit peu comme la maison mère, c'est un petit peu comme la fédération, si on veut. Donc, leur but à eux, c'est deux choses. C'est de regarder le volet académique de l'athlète et de regarder le volet athlétique de l'athlète. Donc, le volet académique, en fait, ce qu'ils vont vouloir regarder, ils vont vraiment étudier le profil de l'athlète et ils vont demander les notes de secondaire 3, 4, 5 en français et en anglais pour justement eux-mêmes faire un GPA. Donc, convertir ces notes-là en GPA qui pourrait peut-être te servir quand tu vas négocier une certaine bourse académique avec les entraîneurs. L'autre chose, c'est qu'ils vont regarder si tu as assez de core courses, c'est-à-dire tous les cours que tu as fait au secondaire et au cégep, juste de s'assurer que tu en as assez pour pouvoir justement jouer dans la NCA, dépendamment de la division dans laquelle tu joues. Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose qu'ils vont regarder, c'est ton statut amateur. C'est-à-dire que la NCA, ça dit que tu es amateur, donc il ne peut pas y avoir d'athlète professionnel qui joue dans la NCA. Tu ne peux pas être rémunéré non plus par ton sport ou par ta ligue ou quoi que ce soit, et après ça, aller jouer dans la NCA. Donc, ils sont hyper pointus avec ces règlements-là pour s'assurer vraiment que tous les athlètes qui vont rentrer dans la NCA vont avoir un statut amateur, rien à voir avec leur parcours professionnel qu'ils pourraient avoir après. Donc, c'est vraiment les deux volets que le centre d'éligibilité va regarder. Super important de s'inscrire. Ça peut se faire n'importe quand. Puis de juste s'inscrire, comme ça, eux, ils t'envoient un genre de petit NCA ID qui est comme le numéro d'athlète. Et tu l'as déjà, quand tu contactes les coachs, quoi que ce soit, ben, c'est déjà quelque chose que tu as fait, qui devait être fait au préalable. Donc, suis-je notre système scolaire ici, au Québec, avec le cégep, en fait, est vraiment particulier, puis il est différent des autres un petit peu partout, autant en Ontario qu'aux États-Unis. Donc, la difficulté là-dedans, c'est qu'il faut toujours expliquer aux entraîneurs, ben, moi je suis au cégep, là, c'est quoi le cégep, puis tout ça, juste pour que les entraîneurs un peu comprennent le principe. La beauté de la chose, c'est qu'il y a plusieurs temps où un athlète peut partir aux États-Unis et conserver ses 4 années d'éligibilité. Là, on ne parle pas de prep school, on parle vraiment de ligue universitaire. Fait que ce soit NCA, NAIA, Junior College, peu importe. C'est ce qui est le plus important. Le but, c'est de jouer pendant 4 ans et d'avoir sa bourse pendant 4 ans, en fait, son éligibilité. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est justement des fenêtres où l'athlète peut partir. Des fois, par exemple, la première fenêtre, c'est qu'un athlète, c'est possible de tout de suite, après son secondaire 5, s'en aller à l'université. Donc, sans nécessairement passer par un prep, on peut tout de suite faire le saut vers l'université américaine. Le pourquoi, en fait, c'est que nous, ici, le secondaire 5, c'est le grade 11, puis eux, là-bas, ils ont un grade 12. En bout de ligne, l'athlète américaine ou américain a un diplôme d'études secondaires au même titre que nous autres ici qui a fini le secondaire 5. La seule différence, c'est que nous autres, on a fait une année d'école de moins qu'un athlète américain là-bas. Pour pouvoir le faire, étant donné que, justement, tu as fait une année d'école de moins, c'est que pendant ton secondaire 3, 4, 5, tu dois avoir suivi le cursus, si on veut, maths, sciences, c'est-à-dire maths, sciences, chimie, physique, sciences, technologie, environnement, etc. Ça, c'est tous des trucs qui font en sorte que tu as assez de core courses à la fin de ton secondaire 5 pour pouvoir dire à la NCA, regardez, j'ai cette règle-là, j'ai mes assez de core courses, je peux tout de suite quitter après mon secondaire 5. Donc, ce n'est pas tous les athlètes qui peuvent le faire, mais c'est justement une des opportunités qu'un athlète peut avoir s'il ou elle désire de faire ça. L'autre chose, qui est le cas un petit peu plus classique, c'est de partir après une année de cégep. Le pourquoi? C'est parce que la première année de cégep, en fait, c'est équivalent au grade 12 américain. Fait que tu arrives là-bas, âge pour âge, égal avec un Américain qui, lui, vient de commencer son cursus universitaire. C'est le même principe, mais toi, tu as fait une année de cégep à la place. La chose qui est hyper importante, en fait, je vais vous parler du cégep avant de parler du grade 12. La chose qui est hyper importante à savoir, c'est que si tu prends le parcours du cégep, tu es au cégep, puis tu décides de partir après une année de cégep, puis finalement, il y a quelque chose qui arrive, ça ne marche pas, ou tu aimes tellement ça le cégep, tu veux continuer plus longtemps. La règle, c'est que tu dois absolument graduer ton cégep avant de pouvoir être éligible dans l'NCA. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dépasses ta première année,
Que tu gradues ton cégep en 2 ans ou en 3 ans, c'est pas grave, mais il va falloir que tu le gradues pour pouvoir être éligible. Fait que tu peux pas, par exemple, dire « Ah, j'ai pas eu d'offre ma première année, je vais un peu alléger mes sessions année 2, puis au pire, je partirai aux États-Unis après. » Si tu ne gradues pas, ça ne marchera pas, tu ne seras pas éligible pour le faire. Donc, c'est hyper important à savoir. T'sais, des fois, nous autres, on est des athlètes, on se timait pour un an de cégep, t'arrive quelque chose, peu importe, on fait juste rallonger un peu le processus de recrutement, mais l'athlète va quitter justement après la graduation de son cégep. En fait, c'est vraiment ce qui est hyper particulier avec le cégep. Encore là, ça, c'est des affaires que les entraîneurs américains ne sont pas nécessairement tout au courant. Fait que c'est nous, justement, qui les aident là-dedans et qui leur disent « non, inquiète-toi pas, si il ou elle a fait 2 ou 3 années de cégep, tu peux justement quitter. » Yes. Vous, vous entendre, qu'est-ce que vous conseillez à vos athlètes par rapport à ce chemin-là? Je sais que j'ai connu beaucoup pour avoir coaché 6 ans collégial. Qu'est-ce que vous conseillez à vos athlètes? Peut-être du sport ou du profil, mais j'aimerais quand même vous entendre. Bien, je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de l'athlète, puis ça dépend aussi des opportunités. T'sais, par exemple, si un athlète, après une première année de cégep, a une opportunité incroyable de tout de suite aller dans l'école de ses rêves, en première division, peu importe laquelle, puis d'avoir une bourse qui fonctionne, ben, moi, personnellement, je trouve que c'est une belle opportunité. Par contre, il y a aussi des bonnes opportunités à rester un petit peu plus longtemps. T'sais, par exemple, si tu fais 2 années de cégep, tu gradues, ben, tu vas quand même arriver là-bas avec tes 4 années d'éligibilité, puis tu vas être un année plus vieux que l'Américain qui, lui, a commencé après un grade 12. Donc, il y a aussi des avantages à le faire. Fait que je pense pas qu'il y a de meilleurs scénarios entre les deux. Je pense que c'est vraiment du cas par cas, dépendamment de qu'est-ce que tu recherches exactement. Puis l'autre chose qui est le fun avec ça, c'est que ça te donne plusieurs fenêtres pour pouvoir partir, conserver tes 4 années d'éligibilité, puis attendre un peu de voir quelle opportunité peut-être viendrait pour toi. T'sais, tout est un peu là. Puis nous autres, on a des athlètes qui ont fait 3 années de cégep, puis ils sont partis après, ils ont fait leurs 4 années d'université, ils sont arrivés là-bas, ils ont juste été 2 ans plus vieux tout le temps que leur cohorte, en fait. Mais en ligne, ils arrivent là-bas un petit peu plus matures, peut-être, puis ils sont prêts à partir. Prêts mentalement, exact. compagnie. Je pense vraiment que ça dépend des athlètes, puis ça dépend des opportunités, mais il n'y a pas de bonne réponse. Au même titre qu'on a des athlètes qui sont partis après secondaire 5. Tous les scénarios possibles, on les a tous faits avec plein d'athlètes. Puis des fois, on dirait que l'athlète arrive déjà avec une certaine idée préconçue de ce qu'ils veulent faire. Des fois, ils sont comme moi, j'embarque, mais c'est sûr, je fais mes 2 années de cégep, je veux vraiment rester, je suis sûr, je veux faire 3 ans, tout ça. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. C'est comme Yann a dit, c'est le luxe d'être au Québec, c'est d'avoir plusieurs moments à lesquels on peut partir, mais conserver l'éligibilité totale aux États-Unis. Puis l'autre chemin, en fait, c'est le 3e petit crochet, l'autre chemin, en fait, c'est de justement pas prendre la route du cégep. On a des athlètes qui le font, puis on trouve pertinent de le dire, qui prennent justement qui vont faire un grade 12, en fait, qui peut s'en faire au Québec. Ou par exemple, l'exemple des prep schools, ben, c'est justement ce qu'on va faire ton grade 12, et après ça, tu pars aux États-Unis. Ça peut être une autre manière aussi, un autre chemin de pouvoir le faire. Mais nous autres, ici au Québec, la plupart vont soit faire des cégeps, soit il y en a aussi qui vont prendre le chemin du prep school. Si tu prends le chemin du prep school, c'est juste que tu te mets sur le timeline américain, en fait, simplement, et tu pars après ton grade 12. Donc, ben, comment approcher les entraîneurs? Ça, en fait, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il faut toujours garder en tête que quand on envoie un courriel à un entraîneur, c'est pas le seul courriel qu'il a reçu. Il y en a toujours beaucoup. Super important, toujours, je pense, de inclure ton vidéo dans l'envoi. Quand tu contactes un entraîneur, l'entraîneur veut vraiment voir. Fait que la vidéo est super pertinente aussi. Je pense que dès que tu as établi une genre de petite discussion avec l'entraîneur, c'est de toujours de tenir au courant. Tu as eu une belle performance, ou tu as fait un tournoi, ou tu t'en vas dans son coin faire un showcase. C'est toujours des trucs d'être hyper assidus avec les coachs, simplement parce qu'ils sont très convoités. Puis justement, on peut justement essayer de créer cette petite discussion avec les autres. L'autre chose qui est hyper importante aussi à savoir, c'est que, je ne sais pas si ça s'en vient ou pas, mais je vais le dire tout de suite, c'est qu'il y a une règle en fait dans l'ANSI que les coachs n'ont pas le droit de contacter les athlètes avant le 15 juin entre le secondaire 4 et 5. Fait que même si tu contactes, tu es en secondaire 4 pendant ton année de secondaire 4, puis tu as vu une école qui t'a tombé dans l'œil, puis tu te dis, cette école-là, ça serait une école que j'aimerais aller. Tu es contact en secondaire 4, puis tu te dis, moi je suis en grade 10, j'aimerais ça éventuellement, puis je suis intéressé par votre école. Le coach, techniquement, ne peut pas justement commencer une discussion avec l'athlète tant et aussi longtemps qu'on n'est pas le 15 juin entre le secondaire 4 et 5, en fait. Ce qui équivaut entre le grade 10 et grade 11 si on se met en concept américain.
Ça, c'est respecté. Visite officielle. Donc, nous, on conseille toujours à nos athlètes d'aller visiter l'école. Avant vraiment de, même si tout est super, puis même si ça a l'air super beau, tout ça, l'offre est belle, la discussion avec les coachs vont super bien, tout ça, c'est super, mais avant vraiment de commit, donc de t'entendre avec une école, nous, on conseille vraiment d'aller voir l'école de tes propres yeux, puis voir un petit peu ça a l'air de quoi. Comme Vin disait tantôt, c'est pas toutes les écoles qui sont nécessairement toutes comme dans les films, par exemple. Puis c'est important de le dire aussi aux athlètes. Tout ça, il y en a beaucoup d'écoles. C'est pas toutes des Harvard, des UCLA. C'est important justement d'aller voir les écoles. Il y a deux sortes de visites qui existent pour l'athlète pour aller justement voir les écoles. Il y a des visites officielles et il y a des visites non officielles. La grosse nuance entre les deux, c'est que la visite officielle est aux frais de l'école, tandis que la visite non officielle est aux frais de l'athlète. Donc, un coach, par exemple, une visite officielle ne peut pas durer plus que 48 heures. Donc, si par exemple le coach est hyper intéressé, il a l'argent pour le faire, parce que pas toutes les écoles qui vont faire ce genre d'offre de visite officielle, va t'inviter sur le campus à leurs frais. Rendu là, c'est pas un essai, c'est pas un try-out. Tu n'emmènes pas tes trucs pour justement pratiquer avec l'équipe. C'est vraiment plus une genre d'opération de séduction que l'école a envers l'athlète. C'est-à-dire, viens voir notre école pendant 48 heures, on va te faire voir les plus belles affaires, aller voir une game de football, aller voir ci, aller voir ça. Tu vas vivre une expérience pendant 48 heures et après, justement, à la fin, le but, c'est que tu reviennes de ta visite et que tu as aimé ton expérience. Il y a des visites non officielles aussi. Il ne faut pas penser que si le coach t'invite à une visite non officielle qui est moins intéressé que les visites officielles, c'est juste parce que c'est pas nécessairement tous les coachs, puis là je n'ai même il y en a un là-dedans, mais c'est pas nécessairement tous les coachs qui ont l'argent pour envoyer des billets d'avion et tout ça à tout le monde pour commencer à faire des visites. Des fois, le coach va dire, écoute, moi, elle va être non officielle, mais je peux peut-être t'aider avec l'hôtel, si quoi que ce soit. Mais juste de ne pas penser que c'est non officiel, il va moins être intéressé, c'est pas nécessairement le cas. Mais nous, ce qu'on dit vraiment à nos athlètes, c'est vraiment quand tu es rendu là, va voir l'école, passer un petit 48 heures, puis va pas juste voir le niveau de jeu, va voir les dorms, va voir la ville, va voir un peu tout, parce qu'il faut se souvenir que ton sport, je mets en place un joueur de soccer, ton fall season dure 3 mois, le reste du temps, tu vis là-bas. Là. C'est important aussi d'aller voir un peu autre chose que juste le niveau de jeu puis la tactique de soccer. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont importantes à travers tout ça. Je pense que quand on est rendu à la visite, en fait, c'est que l'entraîneur est déjà super intéressé. On a passé à travers les autres étapes du processus, on a travaillé sur notre vidéo, on a envoyé la vidéo au coach, on s'est parlé 2-3 fois déjà. L'entraîneur a peut-être des fois demandé un peu plus de vidéos, des matchs complets, des choses comme ça. Ou peut-être même que lui s'est déplacé pour venir voir une compétition ici. Par la suite, c'est là qu'une fois qu'il lui est prêt à faire une offre de bourse, va demander l'athlète en visite officielle ou non officielle, et à la fin de cette visite-là, souvent, l'offre de bourse, elle est offerte là, à la fin. C'est là qu'on sait un peu les chiffres, combien qu'on s'attend à payer, si c'est un faux scholarship, là, comme on entend souvent, ou peu importe. C'est souvent à la visite que ça se fait, et ensuite on revient à la maison, souvent un certain délai pour prendre une décision. Ça peut être des jours, des semaines, des mois, ça dépend de l'entraîneur, mais l'offre de bourse se fait souvent à la fin de la visite. Donc, verbal commitment versus national level. Donc, en fait, peut-être que vous l'avez déjà vu, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, mettons, cette joueuse ou ce joueur-là a commit à telle école. Ce qui est hyper important de savoir, c'est que, comme je vous disais tantôt, le 15 juin, entre ton secondaire 4 et 5, c'est là que les coachs ont le droit de te contacter. À partir de ce moment-là, n'importe quel coach a le droit de te faire une offre de bourse, puis toi, tu as le droit de l'accepter ou non. Au début, en fait, c'est juste un verbal commitment. C'est-à-dire que le coach, par exemple, va dire, écoute, je t'offre une bourse, je reprends les chiffres de tantôt, je t'offre une bourse de 50 000 sur 60, tu es super content, tout est beau, tu la prends. Donc, tu donnes ton verbal commitment, c'est-à-dire que tu donnes ta parole au coach, et c'est réciproque, que tu arrêtes ton magasinage d'école et que tu t'entends avec cette école-là. Donc, tu donnes ton commitment à cette école-là. Fait qu'il ne faut pas penser que quand tu donnes ton verbal commitment, le lendemain matin, tu as la fameuse NLI, la National Letter of Intent, ou le contrat qui arrive dans tes courriels. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le contrat, en fait, tu peux juste le signer en mois de novembre précédant ton départ. C'est-à-dire que si par exemple tu as fait une année de cégep, puis tu quittes après, c'est juste pendant le mois de novembre, durant ta première année de cégep, que là, tu vas recevoir le fameux document avec les termes qui ont déjà été discutés au préalable
quand tu avais donné ton verbal commitment. C'est vraiment ça la grosse nuance entre les deux. Mais à noter que tu ne peux pas donner de verbal commitment techniquement avant 15 jours. De toute façon, comme j'avais pas te parler. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ça débute. Une fois qu'on a signé la chose, peut-être que c'est la même pas mal pour tout le monde, mais il y a peut-être juste le nom qui change souvent. C'est à partir de ce moment-là que c'est officiel. Donc là, c'est là que les universités annoncent qui ont signé tout ça. À partir du moment qu'on signe la lettre, il n'y a vraiment plus rien à faire, on est signé à ce là. Est-ce que j'ai le bon profil? C'est sûr que le niveau de jeu est important aussi. Les notes, idéalement, si tu as des bonnes notes, c'est sûr que ça va t'aider aussi quand on va venir le temps, de pouvoir rentrer à l'école et d'être accepté. Mais deuxièmement, aussi quand on va venir le temps de parler du niveau financier, ça va peut-être faire en sorte que tu vas recevoir une bourse, peut-être une bourse que si tu n'avais pas eu ces notes-là, justement. L'autre chose, c'est que quand tu veux commencer un processus comme ça, c'est super important que ça te tente. C'est que tu aies vraiment de la volonté et que tu veuilles partir parce que c'est un long processus qui dure plusieurs années, puis rempli de hauts et de bas aussi. Des fois, il y en a des déceptions. Tu pensais que ça allait marcher avec une école. Finalement, ça n'a pas marché avec le groupe, il y en a un autre qui arrive. Il faut vraiment que tu sois en mode que je veux vraiment partir, puis je suis ouvert à tout. Si tu te dis, écoute, moi, je suis juste ouvert à certains nombres d'écoles, c'est sûr que tu montres un petit peu des chances justement que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment le plus important selon moi. Puis l'autre chose, c'est d'avoir quand même un budget aussi. C'est préconçu de dire tu vas partir aux États-Unis, tout le monde est sur ses faux scholarships. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y en a oui, il y en a non non plus. Puis l'autre chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que des fois la bourse peut monter entre année 1 et année 2 ou année 3. C'est tous des trucs à regarder aussi, mais c'est juste de ne pas partir et dire moi je vais aller aux États-Unis, ça ne me coûte rien. C'est pas nécessairement toujours comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Oui, la bourse, c'est ça en commençant chaque année ou à partir du moment que l'année 1 est établie, ça va être la même chose que l'année 2? C'est du cas par cas, en fait. Il y a de plus en plus d'écoles qui appellent ça des 4 years deals. Il y a de plus en plus d'écoles qui offrent des deals sur 4 ans. Donc, tu sais déjà à la base, pendant 4 ans, combien ça va coûter année 1, 2, 3, 4. Et il y en a d'autres écoles que c'est renouvelable à chaque année. Par contre, quand c'est renouvelable à chaque année, je ne vais pas dire jamais, mais c'est quand même assez rare que la bourse va diminuer. C'est vraiment moi qui est arrivé quelque chose. Puis je ne veux pas dire jamais parce qu'on en voit des histoires des fois que ça arrive, mais la plupart du temps, la bourse, si ça va bien, tout ça, la bourse est juste renouvelée, voire même des fois augmentée, c'est dépendamment justement du joueur, des performances, autant académiques qu'athlétiques. Y a-t-il plus-value, mettons, à aller faire, justement, il y a des écoles à Montréal qui offrent le grade 12? Oui. Ou d'aller au cégep anglophone, y a-t-il des phases plus faciles, à part le niveau d'anglais? Moi, je dirais que l'avantage d'aller dans un niveau anglophone, c'est vraiment plus de vivre l'expérience anglophone avant de commencer aux États-Unis. Puis, moi, je suis allé au cégep à Saint-Jean, parce que je suis allé en français. Il n'y a rien de plus français que ça. Puis, ça a bien été aussi. Mais en même temps, c'est sûr que je pense que la plus-value est vraiment là. Puis, l'autre chose, je pense, dans le choix du cégep, ce qui est important, c'est d'essayer aussi, en termes sportifs, d'aller dans un cégep où est-ce qu'il offre le plus haut niveau de jeu possible. Parce que après ça, le gap, si on veut, là, entre le collégial et la NCA est quand même assez gros. C'est important d'essayer d'aller justement dans un cégep où est-ce que le côté sportif est vraiment assez gros. Je dirais aussi qu'au niveau académique, il n'y a pas vraiment une grande différence. Si on va dans, par exemple, un cégep, si on fait un grade 12, tout ça, parce que la majorité des notes qui vont compter pour l'université vont être prises en 3, 4, 5. Après ça, au cégep, il n'y a pas beaucoup de cours qui sont considérés. Fait que si en 3, 4, 5, comme Yann a dit tantôt, on a fait le parcours sciences, fait qu'on a pris chimie physique en secondaire 5, puis on a fait, exemple, sciences et technologies en secondaire 3, ben on est pas mal correct pour aller à l'université, peu importe ce qu'on décide de faire au niveau du cégep. On est chanceux académiques, c'est l'anglais enrichi. L'anglais dans notre appel à 4 et 5, puis les sciences enrichies. Les gens qui ont fait les maths fortes, les SN et compagnie. Donc on a là un bon côté académique, l'académicien lui, qui va aider nos athlètes à aller vers ces écoles-là. Des écoles comme ça. Non, clairement. Quand on parle, par exemple, d'avoir de très bonnes notes en secondaire 5 pour aller direct à l'université là-bas,
On parle de quoi de très bonne note? Ben, je dirais qu'à l'université là-bas, dans le fond, la règle, c'est 14 core courses, premièrement, fait que chimie, physique et compagnie, puis d'avoir un GPA en haut de 3 sur 4. En haut de 3.0 sur 4, ce qui équivaut, roughly, mettons, à la moyenne générale de 80, 85, dans ces eaux-là, moyenne, si on veut, de secondaire 3, 4, 5, en fait, de ces 14 core courses. C'est vraiment ça qui Ça évolue avec la façon qu'on voyait d'avoir des notes au-dessus de la moyenne générale, mais c'est pas nécessairement la moyenne générale de l'école, mais c'est comme la moyenne générale overall de l'école. Ben oui, puis même, c'est pas nécessairement juste la moyenne générale, mais eux autres, ils vont calculer le GPA, ils ont des brackets, par exemple, entre 80 et 88, t'as un B. Entre 88 et 88, t'as un B+, etc. Ils ne vont pas nécessairement se baser sur la moyenne à ton école, mais sur leur bracket qui existe déjà. Ça, c'est possible d'avoir ce bracket-là, juste savoir des idées? Au centre d'éligibilité, ben, si vous allez sur le site du centre d'éligibilité d'NCA, eux autres, ils ont les brackets par rapport à n'importe quelle province ou pays, quoi que ce soit. Encore là, la seule chose, c'est qu'il faut tout le temps faire attention à ça, parce que la NCA vont calculer ce bracket-là, mais par exemple, si on envoie les mêmes notes à Harvard, ben, eux autres, ils n'ont peut-être pas les mêmes brackets. Donc, 80 à 100, c'est peut-être pas Harvard. C'est peut-être 98 à 100. C'est vraiment ça la nuance. D'habitude, on commence dans le meilleur des mondes, en secondaire 4. Parce que, en fait, pendant leur année de secondaire 4, ben là, on traduit les mots, on commence les instructions de légalité, on fait tous les trucs un petit peu paperasse. Puis dans l'été du secondaire 4, là, on les filme, en fait, nos athlètes, parce qu'on sait que le 15 juin, en secondaire 4, les athlètes vont avoir le droit de se faire contacter. Fait qu'on essaie déjà que le jour 1, qui ont le droit de se faire contacter, ben, on a déjà le tape qui est quasi prêt, les bulletins sont traduits, ils sont déjà notés, fait que ça leur donne un bon 2 ans de processus si jamais c'est ce qu'on va faire partir de Parce que ça leur donne aussi le plus d'opportunités possible, parce que le recrutement va tellement vite aux États-Unis sur certains sports que déjà, là, il y a des athlètes qui, le 16 juin, qui ont déjà donné leur accord verbal à une certaine université. Fait que ça, il y a toujours un nombre de places limitées dans une équipe de libre. Fait que si on commence, exemple, le processus, on peut partir après un an de cégep, puis finalement, ben, on commence le processus en commençant le cégep. Ça se peut qu'il y ait plein d'opportunités qui sont fermées parce que les entraîneurs ont déjà donné leur bourse. Ils ont déjà fini leur recrutement pour cette année. Fait que souvent, secondaire 4, nous c'est bon parce qu'on se dit, ben, on part au même niveau que tout le monde, même les Américains qui sont dans le processus, ou même, c'est un recrutement mondial en l'NCA, fait que tous les autres pays aussi, il y a plein d'athlètes qui veulent aller jouer aux États-Unis. Fait qu'on veut vraiment être au même niveau. Si on veut aller directement après le secondaire, on est venu de commencer sur son 4 ou même déjà son 9? Ben, surtout sur un 4, encore là, parce que de toute façon, techniquement, ils n'ont pas le droit de se faire contacter avant ça. C'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent se faire avant, les inscriptions sont déjà faites, ça peut être n'importe quand. Mais pendant le secondaire 4, c'est pas mal dans le fond, pour le processus complet, c'est que j'ai mis du moment où l'athlète embarque dans cette promotion jusqu'à temps qu'il doit les rendre aux États-Unis. Donc, c'est pas un coût annuel, en fait, c'est un forfait total, en fait. Et ce qui est super important, ça va aussi par rapport à n'importe quel film, tout ça. Et la grosse règle par rapport au film de recrutement, c'est qu'il ne peut pas avoir un prix basé sur est-ce que l'athlète a trouvé une bourse pour. Ça ne peut pas être un prix basé sur la finalité du processus, comme si on était des agents professionnels. Donc, c'est vraiment le même service offert à tous et justement, évidemment, la finalité. Et autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que, par exemple, l'athlète, c'est un time pour partir après une année de cégep, puis il arrive quoi que ce soit, puis finalement, il décide de partir après 2 ans. C'est pas en plus, c'est le montant fixe pour le nombre d'années que ça va prendre. Pour avoir 50 000 J'ai pas fait de commentaire. Non, mais tout le monde, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, c'est cher, mais moins cher. »
Depuis 20 000 par année, je pense que les grands. Il va juste avoir un ordre de grandeur. C'est une bonne question, j'allais leur poser. Oui. Mais on n'a pas mangé dans le temps. Vous avez dit 3000 plus taxes parce qu'à l'arrière, on entend déjà la Puis, c'est quoi les 8 sports dans lesquels vous avez de l'expérience? Soccer, tennis, nage synchro, escrime, softball, volleyball, track. Football? Hockey, on avait une fille en hockey. Football, on avait dit. Football, non. Basket. Ah, basketball. Basketball. On a tous essayé on a au-dessus de 85% place tous les athlètes. Pourquoi aussi, c'est parce que on choisit un petit peu aussi les athlètes avec qui on va travailler. C'est important pour nous, comme je disais au début, ça va un petit peu à ce que je disais, c'est important de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans notre recherche. Souvent, des fois, on a des athlètes qui nous disent, on prend l'exemple, on a une division 1, il faut que je fasse l'échec en Californie. C'est là que nous autres, on a dit, tant qu'à ça, honnêtement, je pense pas que je suis capable de t'aider à faire ça. Fait que c'est peut-être mieux que justement, t'embarques pas ou tu fasses d'autres choses ou que tu changes un petit peu de critères parce qu'on ne pense pas, en toute transparence, que c'est quelque chose avec ton profil qu'on serait capable. Évidemment, le but, c'est pas créer d'attente puis pas montrer à personne parce que justement, c'est un processus qui est gros puis qu'il y a plein d'athlètes puis c'est hyper convoité. Mais on sélectionne un petit peu aussi les athlètes avec qui on veut travailler dépendamment de ce qu'ils recherchent parce que c'est aussi ça les équipes de tous les tournois. Aussi la façon de mais c'est ça, le but c'est pas de vendre du rêve. Fait qu'il y a des athlètes auxquels malheureusement, comme il a dit, on leur dit non parce que ça ne fonctionne pas dans leurs critères. Nous, on veut vraiment juste s'assurer que tout le monde est gagné là-dedans. Je pense qu'on n'hésiterait plus après 12 ans si on avait pris tout le monde qui veut embarquer et n'avoir pas eu un bon taux de succès. Fait que, il y a déjà un premier screening qui est fait au début. On regarde la vidéo des athlètes, tout ça, puis quand on est vraiment sûr qu'on peut aider un athlète, et là c'est là qu'on L'autre chose aussi, c'est qu'on leur propose des trucs. Il y a plusieurs trucs que les athlètes ne savent pas. Mais par exemple, un athlète que peut-être qu'on file que la première année, ça serait peut-être bon pour lui ou elle d'aller faire un judo, par exemple, puis la partie après, mais on leur présente, vous avez regarde, ça serait ouvert, puis après ça, un judo, puis après ça, on va t'aider pour la suite. Tout ça, ça pourrait justement être un autre chemin que tu pourrais peut-être prendre. On prend le temps vraiment juste de s'asseoir avec eux et voir qu'est-ce qu'ils recherchent. J'imagine la notoriété à garder aussi pour les coachs américains. Si vous commencez à placer n'importe qui, on dit ben là, tu vas en mission, on présente des athlètes de moins bon niveau peut-être. Exact. L'autre chose, c'est que sur une vidéo de 3 minutes et demie, c'est quand même relativement facile d'avoir un portée. Surtout si tu as filmé une saison complète et tu as 3 minutes de tape, c'est facile de dire au coach, regarde comment il est bon, regarde son vidéo, tout ça. Si on veut éviter ça, nous autres, on sait un peu qu'est-ce que l'athlète, comment il est, son vrai niveau, tout ça. C'est important d'être transparent autant avec le coach que c'est sûr, ça l'aide de notre côté parce que avec les années, on a bâti vraiment des beaux réseaux de confiance. Fait que souvent, comme Yann dit, c'est 3 minutes et demie de vidéo d'un athlète. Mais des fois, le coach va nous demander, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que je devrais le recruter cet athlète-là ou non? Je suis pas sûr. C'est que ça ressemble à quoi le niveau au Québec, tout ça. Fait que c'est là qu'ils ont un entre-deux que nous, on dit, ouais, cet athlète-là, je te dis, je te recommande pour avoir placé à tous ces endroits-là. Je suis sûr qu'il va faire une différence dans ton équipe. Fait que, ça, il y a un petit avantage des fois que les entraîneurs aiment parce qu'ils ont comme un peu les dessous, plus d'informations que s'ils faisaient affaire directement avec l'athlète. Autre question? Présentement, s'il n'y a personne pour le football, prévoyez-vous avoir quelqu'un pour le football bientôt? Ben ouais, c'est toujours quelque chose qu'on regarde aussi. Mais en même temps, on le sait un peu au football que, par exemple, la division 1, qu'on connaît, la Gatos, par exemple. C'est justement des lieux où on peut parler fort, tout ça. C'est coach de foot aussi, fait que on prend un contact aussi. Puis, des fois, je demande aussi à des personnes que je connais, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que ça pourrait être quelque chose de possible? Tout ça, puis après ça, on se revient vers la tête. T'offrir telle affaire. Voici un peu comment on voit ça, tout ça. Mais on est vraiment. Surtout parce que le processus est essentiellement le même dans tous les sports. Parce que c'est un petit peu comme ça qu'on a réussi à commencer avec le soccer, mais après ça, on a ouvert tous les autres sports parce que le processus était bon, on avait des bons contacts dans plein d'universités. Fait que pour nous, d'après ça, d'avoir le contact, par exemple, on connaissait déjà bien le coach de soccer, mais avoir le contact du coach de tennis ou l'entraîneur de track, et ça nous aidait. Fait que,
vrai, des sports, ça a été quand même assez simple pour nous parce que ben, la recette est la même. Il y a juste certaines nuances des fois dans certains sports où on va peut-être demander à des entraîneurs ou en plutôt aller chercher peut-être une connaissance dans le sport, mais en termes de processus universitaire, c'est très très simple. Ben oui, je sais. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. Ça, on demande des extraits au moins, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir ça super on fait un peu des extraits, on demande des questions. Mais oui, on a un formulaire sur notre site web pour les athlètes, puis ce formulaire-là nous aide beaucoup à comprendre le parcours de l'athlète, il est rendu où, au parcours scolaire, qu'est-ce qu'il recherche, tout ça. Fait que des fois, ça nous donne déjà une meilleure idée. Puis si en plus il y a de la vidéo, ben là, on a déjà une bonne idée de s'il y a un beau potentiel. Merci beaucoup. Merci.